Alors, avant de commencer cette petite analyse sur tous les clichés qui servent à diviser la population en clivage droite et gauche, surtout la population, les 99% des individus qui ne décident absolument rien, avant d'entrer dans cette petite analyse et de remonter un peu dans le temps, pour en voir l'histoire, je voudrais parler quelques minutes d'ingénierie sociale, parce que ça nous servira pour la suite. Alors l'ingénierie sociale, vous savez, c'est cette science, enfin cette pratique qui a été élevée au niveau de science au début du XXe siècle, qui permet la gestion de la population. Alors sur quoi se base l'ingénierie sociale au départ? En fait, sur l'utilisation du stéréotype. On peut dire que le stéréotype, c'est l'atome de l'ingénierie sociale. Ensuite, un ou un groupe de plusieurs stéréotypes vont donner une catégorie. Cette catégorie d'individus va être nommée par un nom commun, ou décrite par un qualificatif. Et donc ce mot, ce qualificatif ou ce nom commun, ce mot devient en fait une prison pour l'individu ayant été catégorisé. Bien sûr, parce qu'en fait, il est alors difficile de décrire la complexité de cet individu en étant prisonnier des stéréotypes formant cette catégorie, prisonnier de ce mot. Bon, ensuite, il y a des super catégories qui englobent plusieurs catégories, ainsi de suite. Alors en fait, l'ingénierie sociale, c'est l'art de fédérer un groupe plus ou moins important en direction d'une super catégorie. Au plus la catégorie est large, au plus le mot qui la décrit et le slogan qui y dirige doivent être courts. Autrement dit, au plus le descriptif de cette catégorie est simple, au plus la masse de gens qu'elle englobe est grande. Et comme je l'ai dit un peu avant, le problème c'est la prison que constitue le mot qui définit cette catégorie. Je vous prends un exemple. En ce moment, parmi les mots à la mode, vous avez le mot anti-occidental. C'est devenu une catégorie. Alors il y a une catégorie anti-occidentale. Alors, quel stéréotype peut vous mettre dans la catégorie anti-occidentale? Eh bien simplement, si aujourd'hui vous vous décrivez comme étant anti-impérialiste, par exemple, que vous n'êtes pas d'accord avec un certain impérialisme, vous allez être mis dans la catégorie des anti-occidentaux. Pourquoi, comme je vous le disais au préalable, le mot devient une prison? Eh bien parce que si on analyse le mot ou la formule anti-occidental, eh bien occidental, ça englobe tout ce qu'est l'Occident, c'est-à-dire une masse monumentale d'événements, d'histoires, de concepts, de visions du monde. Vous voyez, ce mot anti-Occident vous met en opposition avec une des plus grandes histoires du monde. Tout ça parce que vous avez touché le stéréotype anti-impérialiste. Vous allez être mis dans les anti-occidentaux si vous êtes par exemple anti-capitaliste. Si vous n'êtes pas d'accord avec le capitalisme ou avec le néolibéralisme, on va vous mettre dans la catégorie anti-occidentale. Alors, pourquoi ce processus est issu d'une véritable crasse intellectuelle? Alors, c'est facile à démontrer. C'est que obéir à ce genre de choses serait réduire l'Occident, avec son histoire, soit à l'impérialisme, soit au capitalisme, soit au libéralisme. Alors que l'Occident, c'est aussi Victor Hugo, Rousseau, Kropotkin, Nietzsche, Schopenhauer. Enfin, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire une liste, ça prendrait des semaines. L'Occident, c'est Einstein, c'est Bohr, c'est Schrödinger. Mais ça ne rentre pas en compte à partir du moment où vous avez touché un stéréotype qu'il va vous faire rentrer dans la catégorie anti-occidentale. Bon, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, je veux dire, c'est la nouvelle technique de l'ingénierie sociale actuelle. C'est vous emprisonner dans un mot qui englobe beaucoup plus de choses que ce que vous êtes, de manière à ce que vous ne puissiez plus vous expliquer. Alors comme je le disais, c'est issu de la crasse intellectuelle la pire, et de l'inculture, mais ça fonctionne très bien, puisque aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que l'augmentation de l'inculture, si je peux employer une association de mots telle que celle-là, mais l'augmentation de l'inculture va de pair avec l'augmentation de la crédulité. Donc je veux dire, crédulité va avec bêtise. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut se servir de stratagèmes sémantiques comme ceci, parce que les gens n'ont plus
la vivacité intellectuelle d'y déceler l'embrouille immédiatement. Alors, bien sûr, aujourd'hui, dans ce même courant, si vous faites partie de ces gens qui cherchent à analyser l'histoire ou qui font de l'histoire d'une manière un peu plus scrupuleuse que les autres, vous allez être catégorisé historien de gauche. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça, on ne peut pas changer. Ça aussi, ça fait partie d'un stéréotype. Il y a même un mouvement qui est complètement ridicule depuis quelques années, qui est issu des États-Unis, avec des historiens qui essayent de revisiter l'histoire, mais alors d'une manière qui est complètement ridicule. Même la société des historiens officiels, vous savez, ces gens qui font partie de l'establishment, donc c'est loin d'être des historiens marxistes, vous voyez, même eux pouffent de rire en voyant ce nouveau mouvement, en fait, qui va vous inventer des inepties, je veux dire. Voilà, à ne pas en croire à ses oreilles. Vous voyez. Mais il y a un nouveau mouvement qui vient avec le néolibéralisme, où aussi on se permet, par exemple, à coup de Wikipédia, puisque vous savez que maintenant, ce n'est ni le vécu, ni les bibliothèques, ni les grands témoignages qui font les définitions, c'est le Wikipédia. Vous voyez, voilà, vous avez une majorité de la population qui utilise le Wikipédia comme une source définitive, alors que le Wikipédia, pour l'historien ou le chercheur, ce ne sont que des points d'entrée dans la recherche, qu'il faut ensuite vérifier et pour s'enfoncer. Mais, profitant un peu de cette nouvelle mentalité, vous avez tout un courant de nouveaux historiens ou d'experts en histoire, soi-disant, qui se font payer pour inventer des histoires un peu plus propres, notamment aux grandes entreprises. C'est comme ça qu'on va découvrir des Wikipédia avec des histoires d'entreprises complètement idylliques et vous voyez, Alice au pays des merveilles pour des corporations qui ont participé à des horreurs, en fait. Mais voilà, ça fait partie du néolibéralisme. On peut même s'acheter une morale aujourd'hui et utiliser des anti-ci, anti-là pour tous les gens qui font de la véritable histoire. Voilà un peu pour ce que je voulais dire sur l'ingénierie sociale. Alors bien sûr, cette ingénierie sociale, tout au long du XXe siècle, en travaillant sur les stéréotypes, est arrivée à installer un certain climat aujourd'hui, qui est le climat du cliché, que ce soit pour la droite ou pour la gauche. Vous avez par exemple pour la droite, dans l'esprit des gens qui ne cherchent pas, alors la droite, ça a toujours été traditionnellement nationaliste, patriotique, religieux, la droite des valeurs, bon on ne dit jamais lesquelles, ça a toujours été autoritaire, ça a toujours mené au fascisme, au racisme, et ainsi de suite. Ce sont toutes sortes de clichés qui ont été apposés à la droite. Pour la gauche, par exemple, nous avons toujours entendu parler d'une gauche qui aurait traditionnellement été humaniste, anti-religieuse, multiculturelle, gentille, tolérante. Vous voyez. Ça, ce sont les clichés. Le problème, c'est que ça force l'individu à adhérer à des choses avec lesquelles parfois il n'est pas en accord. Parce que peut-être que certains des stéréotypes constituant le groupe auquel il appartient ne lui conviennent pas. Sauf que là où l'ingénierie sociale est extrêmement forte, c'est que une des peurs les plus primales de l'humain, c'est d'être exclu du groupe. Vous savez, le bouc émissaire, d'être exclu du groupe. Et bien souvent, ou on va dire dans la majeure partie des cas, l'individu préférera quand même ne pas émettre de doute quant à certains stéréotypes constituant son groupe, de peur de se faire rejeter du groupe, voilà, plutôt que d'avoir un esprit critique. Vous voyez. Donc c'est assez verrouillé comme ça. C'est aussi verrouillé que ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire la prison du mot ou de l'adjectif qui définit la catégorie dans laquelle on vous met. Alors, pour continuer en parlant de ces mots et avancer sur l'exposé, bon, vous savez très bien que, comme le disait l'homme politique Benjamin Constant, la politique, c'est l'art du vocabulaire. Et bien entendu, il y a toujours un jargon gouvernemental, diplomatique, officiel, donc l'art du vocabulaire. Jargon qui souvent se débrouille pour faire passer des messages en disant exactement le contraire. Mais ça, c'est vraiment l'art du vocabulaire. La politique, bien sûr, étant toujours complètement liée aux intérêts économiques, eh bien, comment dire, on peut
tirer comme conclusion que la politique intérieure d'un pays est complètement liée à sa politique extérieure. Donc tout ça, ce sont des notions qu'il faut garder en tête pour la suite de l'exposé. Alors, pour un peu expliquer cette histoire droite-gauche et toutes les inepties qui tournent autour, on va faire un bond dans l'histoire de France et on va se retrouver en mai 1870. Alors, qu'est-ce qui se passe en mai 70? Eh bien, pour la deuxième fois, l'Empire organise un plébiscite pour savoir un peu où il en est. Donc, nous sommes en mai 1870. Alors, dans toutes les zones rurales de la France, ça se passe assez bien, parce que bon, les paysans étant pratiquement analphabètes, ils votent comme le châtelain leur a dit de voter. Alors en campagne, ça se passe bien, sauf que dans les grandes villes, et notamment à Paris, en fait, ça se passe très mal. Vous avez par exemple à Paris, pour environ 300 000 votants, vous avez 180 000 non au pouvoir en place, 130 000 oui et 80 000 abstentions. Alors ça prouve que dans les grandes villes, et notamment à Paris, le régime n'est plus soutenu. Alors ça, c'est assez inquiétant pour les royalistes et pour les gens au pouvoir. Et comme souvent, quand il y a des difficultés intérieures dans un pays, en fait, on essaye de tourner la population vers des difficultés extérieures. Et c'est alors qu'après ce plébiscite, qui ne tourne pas en leur faveur, les royalistes, donc la cour, décide, contre l'avis de Napoléon III et de l'empereur, qui lui n'est pas trop chaud pour entrer en guerre, mais cette cour décide d'entrer en guerre contre la Prusse. Alors, bon, pour eux, c'est qu'une formalité, puisque à cette époque, bon, l'armée française, on a confiance en elle, personne n'imagine, je veux dire, une défaite possible, donc c'est une formalité, on va entrer en guerre contre la Prusse, et ça réglera nos problèmes intérieurs. La déclaration de guerre se fait le 19 juillet 1870. 19 juillet. Sauf que déjà, début août, les forces françaises sont en déroute. C'est carrément une débâcle. Alors, là, ça crée un problème, il y a une inquiétude, puisque les Allemands commencent à se diriger vers Paris. Alors, le gouvernement impérial, par le biais du comte Palikao, c'est celui qui est en charge de Paris, son nom, c'est comte de Palikao, mais Charles Cousin Montauban. Alors, cet individu, qui est gouverneur de Paris à l'époque, dans la nuit du 9 au 10 août, il décide de donner des fusils aux Parisiens, c'est-à-dire d'armer tous les Parisiens en prévision d'une attaque allemande. Mais là, ça crée un courant de panique. Parce que, je vous le rappelle, le plébiscite a donné les Parisiens contre l'Empire, donc pour la République. Et aujourd'hui, on leur donne des fusils. Le vent de panique est justifié parce que la classe des possédants, bon, les royalistes et tous les gens de bien, les commerçants, tous les possédants, en fait, voilà, les affairistes, se disent, mais alors, si les pauvres ont des fusils et s'ils repoussent les Allemands, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donner des fusils aux pauvres, c'est pas tellement dans leur vision du monde, vous voyez. D'ailleurs, pour vous donner une citation qui date d'un peu plus tard, mais qui définit vraiment bien la mentalité, c'est Maurice Barrès, qui est un écrivain journaliste, qui était député de Paris entre 1906 et 1923. Il a été aussi le président de la Ligue des Patriotes de 1914 à 1923. Alors lui, dans son livre Les Déracinés, en 1897, il résume tout. Il dit: la première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance. Voilà, lui, il a tout compris. Mais alors, voilà, dans la situation actuelle, avec Palikao qui arme tous les Parisiens, les pauvres n'ont pas du tout le sentiment de leur impuissance. Alors bon, les possédants commencent à prendre peur. Le 1er septembre, donc quelques semaines plus tard, c'est le désastre de Sedan. Là, les Français carrément prennent une rouste. C'est 80 000 Français qui sont faits prisonniers. Et si je me souviens bien, je pense que l'empereur est fait prisonnier aussi. Il faut que je vérifie. Donc, à Versailles, on forme un gouvernement d'urgence le 1er septembre. Le 4 septembre, on le forme. C'est 3 jours après la défaite. Ouais. On forme un gouvernement d'urgence qui s'intitule
gouvernement de la défense nationale. En fait, c'est plutôt un gouvernement qui défend l'ordre social pour empêcher de passer ce qu'il nomme la subversion, c'est-à-dire les socialistes et les républicains, à Paris. Donc. Alors là, cette fois-ci, c'est le général, comment il s'appelle, Trochu, qui est le chef de ce gouvernement provisoire. Et d'ailleurs, pour vous dire, le général Trochu, dans ses mémoires, qui seront publiés posthumes en 1896, on peut lire « Notre gouvernement a sauvé la situation qui était perdue. Il a empêché la démagogie de prendre la défense de Paris et de produire dans la France entière un immense bouleversement social. » Voilà. Donc Trochu à la tête de ce gouvernement royaliste, qui s'appelle gouvernement de défense nationale, écrit ça dans ses mémoires. Alors bon, en même temps que ce gouvernement qui vient de se former, de la défense nationale, dans toute la France s'organise ce qu'on peut appeler une cinquième colonne. Alors cette cinquième colonne, elle est constituée par les châtelains, le clergé, les possédants, les gens de bien, les affairistes. Oui. Et bon, tous sont d'accord pour que cette résistance à Paris, menée par Gambetta, s'arrête. Tous sont d'accord pour que la France capitule le plus vite possible avec les Allemands, parce que bon, ils se disent, si jamais ces Parisiens arrivent à battre les Allemands, que va-t-il advenir de l'ordre social? Alors que finalement, les Allemands, une fois vainqueurs, bon, ils demandent l'Alsace, la Lorraine et une indemnité de guerre, et ça s'arrête là. L'ordre n'est pas changé. Alors, bon, tous ces gens, on peut dire qu'ils étaient en fait, tous ces possédants sont en fait voltairiens, puisque je vous rappelle la phrase de Voltaire, qui n'est pas tellement connue, mais il faut la répéter, cette phrase de Voltaire qui dit « Un pays bien organisé, c'est un pays où le petit nombre règne sur le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » Bon, partant de là, on comprend vite que Voltaire ne se soit pas entendu avec Rousseau. Alors, donc le gouvernement de défense nationale et cette cinquième colonne vont œuvrer pour que la capitulation soit signée au plus vite. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait des jours, il faudrait parler de tiers, tout ça. Je vais en parler aussi, mais je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de la commune parce qu'il me faudrait plus que quelques minutes. Alors, après avoir bien travaillé la question, cette cinquième colonne et ce gouvernement, ils font voter les Français le 8 février 1871. Ça, c'est un peu avant la commune. Alors, comme je vous disais, ne pas oublier que ces Français, à l'époque, sont pour la majeure partie d'entre eux analphabètes. Ils ont donc été instruits sur la manière de voter par cette cinquième colonne et par le gouvernement de la défense nationale. Ce qu'il en ressort, à la fin de ce vote, c'est une chambre des députés qui est entièrement ultra-royaliste. Donc les membres qui la composent sont tous, pour la plupart, issus soit des légitimistes, soit des Orléanais. Et ils mettent Adolphe Thiers à leur tête. Alors, Thiers, c'est un personnage extrêmement important pour toute la suite de l'histoire. Donc, ces royalistes mettent Thiers à leur tête. Thiers a déjà remis l'indemnité de guerre aux Allemands en avance. Et c'est lui aussi qui avait décidé, qui avait, qui avait participé à des tractations nombreuses et efficaces avec Bismarck, de manière à ce qu'on puisse lui donner l'Alsace et la Lorraine, et ce qui avait réconforté la droite, les royalistes français. Tout ça pour vous dire, je fais un petit point, par rapport au cliché droite, patriote, nationaliste, là déjà ça en prend un coup. En 70, 71, on n'est pas du tout là-dedans. C'est la gauche qui est nationaliste et patriote. C'est la gauche qui veut se battre dans Paris. Alors, malgré le fait que Thiers soit à la tête de ce gouvernement royaliste, il est quand même embêté. Parce que lui n'est pas royaliste, il a une autre idée en tête, il a un autre plan. Alors, il est maintenant président de cette soi-disant république temporaire, une république par le vote, mais royaliste par les gens qui constituent le gouvernement. C'est assez amusant, une république royaliste en fait. Alors,
ces royalistes sont convaincus que leur présence est un rempart contre la subversion, ce qu'on appelle la subversion. La subversion, je le rappelle encore, ce sont les socialistes. Mais Thiers, lui, n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu que la monarchie soit un système assez solide pour empêcher le socialisme de grandir. En effet, il se dit que dans la monarchie, le pouvoir est en principe concentré autour d'un seul homme. Il est donc facile pour la population de se révolter, contre cet homme au nom de la liberté, par exemple. Mais qu'est-ce que pourrait être la République en maniant bien cette affaire? Qu'est-ce que d'abord l'autorité? Alors, il explique l'autorité de cette façon. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. Partant de là, il faut simplement remplacer le mythe royal qui est en train de s'effriter par un autre mythe, le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale d'un peuple. Pour cela, il suffit finalement de bien canaliser les votes, de manière à ce que la majorité soit atteinte, et la majorité, c'est simplement la moitié plus 1. Et ça, c'est très facile à avoir, si l'on sait canaliser les votes. Bon, Thiers, il a un très bon exemple de réussite de ce procédé avec les élections qui viennent d'avoir lieu en février 71, où la population qui a été bien dirigée par cette 5e colonne a voté en masse ultra-royaliste. Alors, ce rempart, c'est Thiers qui le pense, et il a raison, est nettement plus solide et efficace que la monarchie. Car quiconque s'opposerait à cette république pourrait être accusé d'être anti-liberté et d'aller contre la volonté du peuple. C'est très important, les idées la vision de Thiers, parce que nous l'avons encore aujourd'hui. Alors, c'est partant de cette idée qu'il forme ce que l'on nomme le centre-gauche. Toujours se méfier du centre. Le centre-gauche. Le centre-gauche, il changera plusieurs fois de nom. Je crois que ce sera les progressistes, il y a d'autres noms, mais bon. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle En Marche. Alors, le centre-gauche. Il a profité, en fait, que les royalistes, eux, sont divisés, car d'un côté, il y a vous savez, les Bourboniens ou les légitimistes avec le petit-fils de Charles X, et de l'autre, il y a les Orléanais du côté de Louis-Philippe, il me semble. Et ces deux groupes ne parviennent jamais à s'entendre pour une fusion. Donc ça laisse une faille pour que ce centre-gauche, qui commence à réunir ce que l'on peut nommer les affairistes, pour que ce centre-gauche se fasse une place majeure dans les décisions qui vont être prises. Alors, quand Thiers est à la présidence de cette république royaliste, pour s'attirer la sympathie justement de ces gens de droite, de ces royalistes, il prend des mesures adéquates, dont celles qui suivent. Alors par exemple, pour rembourser l'indemnité de guerre qui a été donnée aux Allemands, il ne soulève pas d'impôt. Par contre, il réalise un emprunt. Un emprunt auprès de qui? Auprès des banques. Et cet emprunt a un très bon taux. Si je me rappelle bien, pour 80 francs d'emprunter, c'est 100 francs qui sont remboursés. Alors pour la Banque de France, par exemple, à cette époque, qui a de national que le nom à l'époque, c'est une banque entièrement privée, comme son nom ne l'indique pas. Alors pour la Banque de France, cette opération fera passer son dividende, c'est-à-dire ce qui est reversé par une entreprise à ses actionnaires, ce dividende passera de 80 francs en 1870 à 300 francs en 1871, après l'opération avec Thiers. Alors, dans les mesures qu'il prend aussi, il interdit l'affiliation à l'Internationale des travailleurs, qui était fondée en 1864 à Londres, je crois le 28 septembre. Ouais. Alors, il interdit l'affiliation à l'Internationale sous peine de fortes peines de prison et de fortes amendes. Déjà, il va bien dans le sens de cette droite royaliste. Et il a aussi une idée et une phrase en ce qui concerne l'instruction publique, bon, qui en dit long sur sa vision des choses. Il dit qu'on ferme les écoles normales et que le curé de la paroisse se charge de l'instruction primaire. Aussi bien, il en apprendra toujours trop au peuple, lequel a plus besoin de moralité que de savoir. Donc, bien sûr, le curé est là pour enseigner la résignation dans l'attente de lendemain meilleur, mais dans l'au-delà. Alors,
Mais malgré ses efforts, apparemment, Thiers, pour la droite, pour ces royalistes, il n'en fait pas assez. Alors il est désavoué en 1873, donc 2 ans après, et il est remplacé par le maréchal MacMahon. Bon, ce qui n'empêche pas Thiers de continuer à œuvrer avec son centre-gauche et à continuer à convertir les royalistes à sa nouvelle vision de la politique. Mais bon, il est désavoué pour MacMahon. Alors MacMahon, c'est un royaliste qui s'est illustré pendant la Commune, dans l'armée de Versailles. En général, à l'époque, pour être honorable, il fallait avoir tiré dans la foule et dans du socialiste. Et ça vous faisait déjà un bon crédit. Alors bon, MacMahon l'avait fait, il était avec l'armée de Versailles. Alors, d'après ce que j'ai lu sur MacMahon et ce que l'on en dit, c'est un homme assez insipide, lisse, sans relief, donc facile à manipuler, et donc vraiment pas dangereux pour un changement de l'ordre des choses. D'ailleurs, voici le message qu'il adresse aux Français quand ils viennent d'être élus. Je vous le dis, je cite, « Avec l'aide de Dieu, le dévouement de notre armée et l'appui des honnêtes gens, nous allons procéder au rétablissement de l'ordre moral. » Bon, les honnêtes gens, c'est les possédants, hein, les riches. Alors, bon, si on résume, qu'est-ce qu'on a? Dieu, l'armée, les honnêtes gens, ça nous fait l'argent, le sabre et la soutane. Voilà. C'est tout réglé, donc royaliste de droite, l'argent, le sabre et la soutane. Mais le 6 janvier 79, après quelques années, il y a des élections au Sénat où cette fois-ci, même le Sénat devient républicain. Il commence à y avoir des républicains partout. Bon, ce n'est pas étranger au travail de Thiers, hein, en dessous avec son centre-gauche. Et le 30 janvier 79, MacMahon démissionne. À partir de là, de janvier 79, c'est une république qu'on va appeler la République des Républicains. Bon, c'est un titre, hein. Après en pratique c'est autre chose. Et le président, ça va être Jules Grévy. Alors lui, il se dit républicain modéré. C'est plein d'appellations qui ne veulent rien dire, hein, comme quand vous avez les radicaux, tout ça, bon, souvent ce n'est pas radical du tout. Et là, alors, comme signe fort, comme on dirait aujourd'hui, on passe de Versailles à Paris pour le gouvernement. Voilà. Quand j'ai commencé à vous parler de Thiers tout à l'heure et de la création du centre-gauche, j'ai oublié de vous parler d'un personnage très important qui, à lui seul, cristallise tout ce que signifie ce centre-gauche et toutes ses implications. Ce personnage, c'est Léon C. C'est le co-créateur du centre-gauche avec Thiers. Alors Léon C, c'est déjà le ministre des Finances en 72 sous Thiers. Quand Thiers perd la présidence et que c'est MacMahon, le royaliste, qui devient président de cette république royaliste, c'est encore Léon C, le ministre des Finances. Et quand MacMahon perd la présidence en 79, et que c'est au tour de Grévy et de ce que l'on appelle la République des Républicains, eh bien c'est encore Léon C, le ministre des Finances. Alors il ira faire un tour à l'ambassade française à Londres pendant un moment, mais il reviendra encore en 82 et encore sous Grévy être le ministre des Finances. Tout ça pour dire qu'à lui seul, Léon C image la philosophie profonde de ce centre-gauche et surtout les priorités de ce centre des affairistes qui deviennent de plus en plus puissants. Sous Grévy, quel genre de république? Eh bien tout simplement la république sur le modèle de Thiers, comme on l'avait déjà dit. Une république conservatrice. Pour un modèle, je vais vous lire un texte pour vous parler de la république conservatrice, un texte d'un économiste qui s'appelle Dupont-White, un texte qu'il a écrit en 1872. Alors, il écrit ce texte parce que en 72, un des prétendants à la couronne, un légitimiste, le Bourbonien, le petit-fils de Charles X, a écrit 2 manifestes. Et dans son premier manifeste, il écrit « Mon premier devoir, quand je serai remonté sur le trône, sera d'assurer la protection des classes populaires contre l'exploitation de la richesse. » Vous voyez, une espèce de roi de gauche. Bon, vous imaginez bien que c'est intolérable. Donc la même année où il écrit ça, en 72, il y a Dupont-White qui écrit autre chose
comme réponse pour mettre en garde les républicains. Il écrit « Si vous admettez que la société est à défendre, le plus bizarre serait de constituer à cet effet un pouvoir héréditaire. Vous supposez que ce pouvoir sera le garant de l'ordre et le champion de tous les intérêts conservateurs. Bref, vous supposez que ce pouvoir sera le défenseur des riches. Cette supposition est absolument gratuite, car le pouvoir héréditaire défendra le plus fort, c'est-à-dire le peuple, et il attaquera ce qui est capable de l'attaquer, c'est-à-dire les classes supérieures. Vous voyez déjà le pourquoi du comment la République plutôt que la monarchie à l'époque. Et d'ailleurs, sur le même sujet, il y avait Rousseau qui disait dans une lettre « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. » Voilà, donc tout ceci explique cela, vous voyez, pour la vision de Thiers et cette république biaisée. Alors, il y avait donc dans cette soi-disant république des républicains, donc en 1979, sous Grévy, une fusion de plus en plus importante entre ce qu'on appelle le centre-gauche et maintenant le centre-droit, c'est-à-dire les royalistes. C'est-à-dire une fusion des affairistes de tous bords autour d'un mot. Ce mot, c'était le libéralisme. Alors le libéralisme, bon, il a une origine, le mot libéral, ça vient de la Révolution française et des Girondins. Alors Girondins, libéraux, amoureux de la liberté, amis de la liberté, mais en fait surtout amis de la liberté économique. Vous voyez, bon, liberté économique, vous savez ce que c'est. C'est l'État qui n'intervient pas du tout dans les affaires, mais par contre qui répond aux sollicitations des affairistes. Hein. C'est-à-dire, voilà, on n'intervient pas dans les affaires, mais quand les affairistes demandent des concessions à l'État, et ainsi de suite, des garanties, l'État accepte. Donc pour revenir à nos moutons, c'est à partir de 1879 justement que ces libéraux seront au pouvoir et jusqu'en 1914. Mai 1914, c'est-à-dire jusqu'aux législatives de 1914. Alors, bon, ce sont simplement des gens qui ont un uniforme républicain, mais qui travaillent pour leurs propres intérêts. C'est la grande idée de Thiers. Alors, ce centre-gauche, il tient toute la France. Mais aussi il tient les hautes sphères intellectuelles. Il est à l'Académie française, il opère la création d'un institut qui s'appelle l'Institut des sciences morales et politiques, et il est aussi à l'origine de la création de l'école Sciences Po, en fait, pour former de jeunes bourgeois intelligents à la diplomatie et à tous ces bons principes que je viens d'énumérer. Alors, c'est toujours Thiers qui est derrière tout ça. Et son ingénierie sociale, on peut dire à Thiers, fonctionne si bien que lors de ses funérailles en 1877, lui, 2 ans avant la République des Républicains, les Parisiens seront par dizaines de milliers à lui rendre hommage en ayant oublié que Thiers, ça avait été le boucher de la commune. C'est celui qui a fait tirer dans la foule. Alors, cette nouvelle République, les Républicains se caractérisent par le slogan « ni réaction, ni révolution ». Ce qui veut dire en fait immobilisme social complet. Alors on notait que la formule ni a été popularisée en ce qui concerne les Français par Mitterrand en France en 1988. Vous vous souvenez, ni nationalisation, ni privatisation. Ce qui ne veut strictement rien dire, ça veut simplement dire faites-moi confiance, rien ne bouge. La formule avait été aussi utilisée par Giscard d'Estaing en 1877 à l'égard du débat sur la souveraineté au Québec. Et la formule, c'était ni ingérence, ni indifférence. Donc voilà, formule typique qui permet de s'exprimer sans rien dire du tout. Donc le ni réaction, ni révolution, ça date de cette République des Républicains en 1879. Alors, l'état des lieux un peu dans ces années-là, un an auparavant, en 1878, il y avait les ouvriers qui recommençaient à s'organiser. Bon, ils avaient été traumatisés par la commune, hein, la manière dont ça s'est terminé, mais en 1978, ils recommençaient à s'organiser. Et cette année-là, ils demandent à faire un congrès international des ouvriers à Paris. Alors le gouvernement, bien sûr, refuse, mais les organisateurs passent outre, l'organisent quand même, et il y aura une quarantaine d'arrestations, dont celle de Jules Guesde, ou Jules Guesde, qui fondera
en 1979 le premier parti ouvrier de France, à savoir le POF. Alors, Jules Guesde, il venait de passer pas mal de temps avec Marx à Londres cette année-là, et c'est à cette occasion, en fait, que le marxisme fait une véritable entrée en France, avec Jules Guesde et son premier parti des ouvriers. Excusez-moi. Et là, on commence dès lors à reparler d'une résurrection de l'internationale des travailleurs. Et c'est là qu'il y a l'entrée en scène, de manière officielle, d'un personnage très important, c'est Jules Ferry, ministre sous le gouvernement Waddington en 1979 et ministre de l'Éducation et du Culte. Alors je dis entrée en scène officielle par rapport aux stéréotypes, pour revenir à cette ingénierie sociale, aux stéréotypes que l'histoire a laissés dans l'inconscient collectif de la population, à savoir Ferry, un homme de gauche, puisque anticlérical et auteur des lois scolaires. Bon, ce que l'histoire claironne moins, c'est que Ferry était déjà en fonction lors du gouvernement de défense nationale en 1971, lors de la Commune, et il était connu comme un combattant des plus acharnés du socialisme et de Gambetta. Donc il était du côté des royalistes. En fait, Ferry, comme nous allons le voir, fut un des principaux alliés du capitalisme et une de ses principales figures de ce centre-gauche qui est en fait un grand leurre et une grande embrouille organisée par les affairistes. Alors Ferry sent que le danger social est bien là et que le danger social est grandissant. Eh bien, il va le faire dévier, il va faire dévier cette colère sur l'anticléricalisme. En effet, à cette époque, la population a de moins en moins de sympathie pour l'Église, et il y a de quoi. Et il devient donc très facile de se faire passer pour un homme de gauche en se jetant contre cette dernière. Bon, partant de là, c'est une aubaine pour la droite qui va prendre le rôle, qui va endosser le rôle de défenseur de la foi et qui va se trouver religieuse comme jamais. D'ailleurs, la presse de droite se déchaîne en parlant de Ferry comme de Satan, de l'Antéchrist et tout ça. Bon. La gauche va prendre le rôle de l'anticléricalisme et donc va défendre le peuple. Et finalement, c'est une aubaine pour les affairistes qui voient le problème économique dévier sur l'anticléricalisme. Ça donnera l'article 7 de 1879 avec l'expulsion des jésuites. Bon, qui paraît quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, mais en fait, ça faisait déjà plusieurs fois que les jésuites se faisaient expulser par un pape, par un roi, un peu plus tôt. Enfin, voilà. Mais la vraie pensée de Ferry, ce n'est pas ça. Son vrai travail, ce sont bien sûr les lois scolaires. Et ça, il fallait le faire. Bon, la gratuité du primaire, l'obligation, la laïcité de l'enseignement. Bon, grâce à lui, en 1900, l'analphabétisme a baissé, je crois qu'il est plus qu'à 2%. À savoir qu'avant Ferry, les instituteurs devaient faire aussi réciter les prières aux enfants, même à ceux qui n'étaient pas chrétiens, quoi que disent les parents, et devaient s'assurer que les élèves aillent bien à la messe le dimanche. Enfin bon, voilà, c'était un autre monde. Alors là, voilà, c'est fait, il fallait le faire, et c'est très bien, c'est un bon boulot. Mais bon, voilà, les lois scolaires de Ferry, ce n'est pas que ça. Dans ces années-là, dans les années 1880 donc, on commençait à assister au retour des communards. Vous savez, ce sont les gens qui avaient été expatriés après la Commune. Donc ces communards venaient d'être amnistiés. Et donc, on assistait aussi au retour de certaines idées et de certains personnages éloquents, comme Jules Vallès, par exemple, personnage célèbre de la Commune. De plus, il y avait des députés socialistes qui commençaient à être élus. On avait même vu Auguste Blanqui, vous voyez, là carrément, qui avait été élu en 1979 comme député de Bordeaux, vous voyez. Donc, qu'est-ce que va faire Ferry? En fait, il va faire le même coup que Falloux en 1850. Alors, juste une petite parenthèse sur Falloux en 1850. Vous savez qu'en 1848, il y a les journées de juin 48. Bon, les journées de juin, qu'est-ce que c'est à Paris? Ce sont encore les gens du peuple, donc, qui se révoltent pour la République, pour un élan du socialisme. Donc, et dans les journées entre le 22 juin et le 26 juin 48, 70 000 soldats sont envoyés dans Paris sous le commandement de Louis-Eugène Cavaignac et bien sûr ils tirent au canon dans les maisons des ouvriers et dans la foule. Il y a plus de 5 000 morts et environ 25 000 prisonniers dont 1 500 fusillés. Bon, ça fait passer le goût de la révolte aux socialistes à l'époque. Mais Falloux, qui lui se dit, 2 années après, en réfléchissant, se dit, il faut quand même prévenir ce genre de choses. Il fait donc la loi Falloux. La loi Falloux, qu'est-ce que c'est? C'est
tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains de l'Église pour enseigner la résignation et donc l'espoir en une vie meilleure, mais après la mort. Alors, Ferry, en fait, il va faire le même coup que Falloux, mais lui, il va substituer l'instituteur au curé pour remplacer la religion, parce que Ferry appelle lui-même la religion de la patrie. Alors, pour donner un exemple de programme scolaire sous les lois Ferry, manuel scolaire fait par Ernest Lavis, historien. Donc, extrait du manuel scolaire qui est dans toutes les écoles primaires et dont le titre est Petites histoires pour apprendre la vie. Alors, l'histoire met en scène un cordonnier ou un savetier, comme on disait, je ne me rappelle plus, mais qui s'adresse à un jeune qui apparemment est tenté par le socialisme. Que lui dit-il? Donc, qu'est-ce que ces enfants apprennent? J'ouvre les guillemets. Ce qu'il faut surtout recommander à l'ouvrier, c'est l'ordre, c'est l'économie. Par là, on s'élève. Mais pas tout de suite. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront l'argent que je leur laisserai. Et mes petits-enfants seront des messieurs. C'est ainsi que l'on s'élève dans la société. Fermez les guillemets. Voilà. Bon, c'est une autre façon. Hein. Avant, on les faisait rêver au paradis. Maintenant, ils rêvent à autre chose. Je vais y associer un autre texte, un texte d'un inspecteur d'académie en faction sous Jules Ferry. Alors, je ne me souviens plus le nom du type, je crois qu'il s'appelle Péco, mais je ne me souviens plus. Qui est intéressant. Alors, j'ouvre les guillemets. Ce qu'il faut apprendre aux enfants, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. Voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, quand je parlais tout à l'heure des clichés droite-gauche, on doit avoir à l'esprit que cette droite nationaliste et chauviniste que les gens d'aujourd'hui pensent traditionnelle ne l'est en fait pas du tout. Ce que l'on appelle par exemple Action française de Maurras, c'est qu'un épisode de 1890 à 1936, où 36, après le Front populaire, la droite de Pétain devient capitularde, je veux dire. D'ailleurs, on le sait maintenant encore mieux avec comment dire, des lettres de Laval à Mussolini et à Franco par le biais de l'ambassade italienne et de l'ambassade espagnole, où il explique, je paraphrase, ne vous inquiétez pas, nous avons préparé quelque chose. On le sait aussi quand on lit le livre de, comment il s'appelle, Hermann Brauchning, c'est ça, ouais. Hitler m'a dit, vous savez, Hermann Brauchning, c'était comment dire, un Allemand qui était au parti nazi, qu'il a quitté en 1939 et qui a eu beaucoup d'entretiens avec Hitler. Son livre est sorti à l'époque de la guerre de 40, a été interdit immédiatement. Il y a des rééditions qui sont faites, il y en a eu une, je crois, en 2007. Là. Hitler m'a dit, et là dans les entretiens, on peut voir Hitler qui dit jamais je n'attaquerai un pays sans l'avoir au préalable déstabilisé par l'intérieur et par des complicités intérieures. Et là, en parlant de la France, il dit... certaines personnes en France, certains parlent des affairistes, qui ont tronqué, je crois, l'honneur pour l'amour de l'argent, vous verrez que ces personnes, quand j'entrerai dans Paris, me salueront comme le champion de la loi et de l'ordre. Donc voilà, bon, je ne pense pas que quand on parle de droite patriote, on doit parler de celle-là, vous voyez. Donc ça fait partie des idées reçues. Et le point commun entre 36 et la Commune, c'est qu'en 36, c'est le Front populaire qui passe. Vous imaginez ce que le Front populaire représente pour les possédants. Et là, tout à coup, nous avons une droite qui préfère capituler face à l'Allemagne ou en être complice. Et en 71 et 70-71, nous avons des royalistes donc de droite face à la Commune qui préfèrent capituler et donner à l'Allemagne ce qu'elle veut plutôt que de voir la victoire des républicains à Paris. Vous voyez. Donc voilà, par rapport aux clichés, il faut faire attention avec l'histoire. Alors, pour le, comment dire, par contre, pour parler justement de ce nationalisme, patriotisme, chauvinisme, eh bien, la gauche, on ne parle jamais de la gauche comme patriotique, nationaliste et chauviniste. Et pourtant, bon, elle l'a été en 70 contre la Prusse, en 71 pendant la Commune, mais aussi à partir de 1877, la gauche elle est revancharde des nationalistes, et à partir de Ferry, carrément, dans les écoles,
Ferry organise des bataillons scolaires à partir de 8 ou 9 ans avec des exercices militaires en utilisant des petits fusils de bois, où les enfants sont éduqués dans l'idée de la revanche par rapport à la défaite contre l'Allemagne, contre la Prusse, pardon, en 1870. Je vous donne un autre extrait des manuels scolaires d'Ernest Lavis, justement. Alors, j'ouvre les guillemets. La France a perdu sa renommée militaire pendant la guerre de 70. Pour reprendre à l'Allemagne ce qu'elle nous a pris, il faut que nous soyons de bons citoyens et de bons soldats. Et c'est pour que vous deveniez de bons soldats que votre maître vous apprend l'histoire de France. C'est à vous, enfants, élevés aujourd'hui dans nos écoles, qu'il appartient de venger vos pères vaincus à Sedan et à Metz. C'est votre devoir, le grand devoir de votre vie. Vous devez y penser toujours. Fermez les guillemets. C'est ce qu'on apprend aux enfants sous Ferry. Ce qui est encore plus vicieux, en fait, c'est que Ferry ne veut absolument pas se mettre mal avec l'Allemagne à l'époque. Mais l'endoctrinement des enfants à cette idéologie les empêche, les enfants donc, de prendre conscience de la source des problèmes quotidiens de leurs parents et des conditions de vie de leur famille, bien sûr. Alors, bon. On pourrait continuer des heures comme ça, mais je veux dire juste 2 mots sur le colonialisme. Alors, en ce qui concerne le colonialisme, on pourrait parler du discours de Ferry sur la nécessité de créer des nouvelles couches de consommateurs ailleurs, puisque voilà, il faut considérer selon lui la France comme une maison de commerce qui est saturée dans sa production et qui doit trouver des couches de consommateurs ailleurs. Trouver, bon, c'est assez cocasse comme mot, je veux dire. Ou alors, je pense que c'est dans le même discours de 1885 où il dit qu'en tant que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc on pourrait parler de ces discours. Mais bon, en ce qui concerne le colonialisme, là aussi, pour faire sauter les clichés et les idées reçues, que ce soit des socialistes comme Jaurès à la fin, comme Jules Guesde à la fin, ou bien des royalistes ou des gens de droite, je veux dire, le cliché ne fonctionne pas. Parce que ce colonialisme qui n'est qu'une affaire commerciale, je veux dire, que ce soit pour la droite ou la gauche, ne fait pas partie de l'idéologie. C'est l'idéologie des affairistes. Alors, je vais simplement dire, pour vous montrer un peu l'idéologie de ce qui était devenu le centre-gauche, était cette république biaisée, je vais simplement vous dire la phrase du philosophe et ami de Jules Ferry, Ernest Renan, qui en 1871, donc peu de temps après la Commune, avait écrit dans ce qu'il appelle Réforme intellectuelle et morale, j'ouvre les guillemets, « Un pays qui ne colonise pas est infailliblement voué au socialisme. » Oui, un pays qui ne colonise pas est infailliblement voué au socialisme. Voilà. Là, bon, il a tout résumé. Alors, en ce qui concerne la colonisation, je vais prendre deux phrases qui sont... Je vais prendre ces phrases chez des gens, voilà, pour casser les clichés, chez des gens d'extrême droite et de droite. Alors, vous avez un écrivain qui s'appelle Emmanuel Beau de Loménie, donc qui est un écrivain d'extrême droite, royaliste, je crois qu'il est d'Action française, et qu'il a beaucoup étudié les dynasties bourgeoises, lui. Alors en 1954, avant-hier, il écrit comme bilan « Notre politique coloniale aura coûté très cher au budget public, pour le profit presque exclusif d'une étroite minorité de grandes affaires de l'industrie et de la banque. » Voilà. Une autre phrase de quelqu'un qui était loin d'être anarchiste, c'est l'historien Henry Brunswick, qui est un spécialiste de l'histoire coloniale, et qu'il dit, il a paru bientôt, bon il dit en 1960, il a paru bientôt que des particuliers pouvaient s'enrichir aux colonies, même si elles n'étaient nullement rentables pour l'État. La politique coloniale fut incontestablement pour un petit nombre d'individus une affaire énorme, et pour la masse un mythe, le mythe national de la grandeur
française. Alors voilà, je voulais vous citer, en parlant du colonialisme, de ces phrases de gens de droite et d'extrême droite, parce que elles sont exactement pareilles que des gens de la véritable gauche ou extrême gauche, en fait, et donc elles n'ont absolument rien à voir avec la vision du colonialisme que ce centre gauche nous avons juste à dire ce centre des affairistes. Alors, je ne vais pas continuer année après année, à expliquer tout ça ou donner des exemples parce que c'est la même chose de toute façon. J'ai voulu faire ce mini-exposé pour mettre en exergue l'aspect futile, biaisé et erroné sur lequel se basent les individus issus de la population aujourd'hui pour se catégoriser, se stigmatiser, bref s'opposer. Alors que finalement, qu'est-ce qui est vraiment réel dans toute cette histoire? Eh bien, d'un côté, du côté des affairistes, ce qui est bien réel aujourd'hui, c'est ce fossé qui ne cesse de se creuser entre eux et la population. Cette éthique, cette morale qui n'en finit plus de disparaître dans le rapport possédant-possédé. Et du côté de la population, ce qui est bien réel, c'est l'organisation de contre-pouvoirs horizontaux, c'est-à-dire entre catégories de la population, qui sont basés sur des différences clichés et anecdotiques, bien souvent historiquement fausses, inventées de toutes pièces ou sorties de leur contexte. En bref, on se rend rapidement compte que le grand absent de tout ce merdier, c'est le bon sens. Alors pourquoi le bon sens? Parce que si l'on met sur la table les véritables revendications de toutes les catégories de la population d'en bas, on se rend rapidement compte que tout le monde aspire au même principe, à savoir justice sociale, justice économique, droit de l'humain, c'est-à-dire ce qui correspond au sens originel du terme socialisme. L'individu issu de la population qui se bat pour que son quotidien, sa proximité, sa vie lui soit plus agréable, cet individu pratique le socialisme. Il n'a pas de droite ou de gauche là-dedans. C'est une grande arnaque, un grand leurre inventé par centre-gauche, centre-droit. C'est de la pure ingénierie sociale. Alors une fois tout le brouillard dissipé et le leurre décelé, il ne reste en fait, depuis toujours, qu'un seul rapport de force à entretenir, celui entre la population possédée et les affairistes possédants. C'est la seule chose qui reste et que l'on peut tirer de l'examen de l'histoire. Pour finir, je conclurai en vous disant la chose suivante. Cette ingénierie sociale, pour y revenir, dont j'ai parlé au début, qui a été portée au niveau d'une science au début du XXe siècle, par des gens comme Edward Bernays, Walter Lippmann, Lasswell, Ivy Lee et une tonne d'autres personnes. Ce concept qui est devenu officiel pour la gestion des populations dans le monde entier, qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les pays estampillés démocratiques, cette gestion de la population que Walter Lippmann avait qualifié de fabrication du consentement, et Walter Lippmann, lui, si Bernays en est la figure la plus célèbre, Walter Lippmann, lui, en est celui qui a apporté la caution philosophique à cette manière de manipuler les gens, celui qui lui a apporté des raisons scientifiques et philosophiques. Eh bien, tout ça pour vous dire que ce Walter Lippmann, qui est le prêcheur de la fabrication du consentement et de cette ingénierie sociale, d'où sortait-il? Eh bien, exactement de l'équivalent américain de notre centre-gauche et de nos libéraux.